Alors bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission des dossiers du train. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de questions qui sont arrivées. Du coup, je vais y répondre. Bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que ça ferait trop long. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc avant ça, je voulais dire que deux, trois trucs. Donc déjà, quand vous laissez des commentaires, parfois ces commentaires ils disparaissent, donc ça vient pas de moi, parce que je reçois les notifications et ensuite quand je veux y répondre ils y sont plus. Donc ils doivent sauter, je pense, donc n'hésitez pas à les remettre parce que je supprime aucun commentaire et je réponds à tous les commentaires. Donc vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite, parfois, mais je réponds toujours aux commentaires. Ensuite, si vous mettez un commentaire en réponse à un commentaire qui a déjà été publié, je reçois pas toujours la notification, donc je le vois pas en fait. Donc je le revois à retardement si je fouille un peu, sinon ça peut passer à la trappe. Donc n'hésitez pas, s'il y a un truc important, de mettre un commentaire nouveau en fait, plutôt que de répondre sur un commentaire qui a déjà été publié. Enfin, si ça m'est destiné, parce que sinon des fois je le vois pas. Donc voilà pour les commentaires. Sinon, eh ben c'est gentil à vous parce que ces échanges n'auraient pas lieu sans vous en fait. Cette émission n'aurait pas lieu sans vous, donc du coup j'ai décidé de la développer un petit peu et essayer de mettre des émissions un peu plus courtes mais plus régulièrement. Donc je vais essayer de le faire tant qu'il y aura des questions, et peut-être même quand il y en aura plus, on va savoir. Donc du coup je répondrai comme ça à vos questions et j'essaierai de faire quelque chose d'un peu mieux en sélectionnant des questions par thème, évidemment. Donc à chaque fois, je vous ferai visiter une nouvelle gare. Donc ici, on est devant une gare. Ça va être facile, c'est à vous de deviner la gare que c'est. Pour le coup, ça va être facile, c'est une gare qui a une grande importance dans l'histoire du chemin de fer. Même si elle n'est pas très grande, c'est une belle gare qui est assez atypique en fait. Personnellement, on peut pas dire que visuellement c'est une architecture hyper recherchée, mais elle a des caractéristiques qui lui vont bien et je trouve quand même que c'est quand même une belle gare typique, enfin déjà rien que par son histoire. Voilà, donc je vous mets des photos. Donc là la photo est un peu déformée, c'est des photos, ce qu'on appelle des images HDRI. En fait, c'est des images qu'on se sert pour la 3 dimensions. Donc ça rend un peu plus difficile la recherche, mais bon, pour le coup là ça va pas être difficile. Donc du coup à chaque fois dans chaque émission j'essaierai de vous faire visiter une nouvelle gare de mon choix. Voilà. Et donc pour cette nouvelle émission, je vais dorénavant, j'afficherai les questions auxquelles je vais répondre. Donc elles apparaissent à l'écran en tout début d'émission, comme ça vous saurez les questions qui seront traitées dans cette émission. Ça vous empêche pas, même si vous n'êtes pas concerné par les questions qui ont été posées, d'écouter les réponses si cela vous intéresse. Donc voilà pour cette émission. Et donc c'est parti, top à la nouvelle émission. Alors on va commencer tout de suite par 4 questions que j'ai regroupées en une. Donc F1 Mania m'a demandé, donc j'ai sa question, conseillerais-tu aujourd'hui, entre ouverture à la concurrence, TCS, etc., à un jeune ou à quelqu'un souhaitant faire une reconversion de se lancer dans la conduite de train? Cette question, elle m'a demandé pas mal de recherche sur moi-même pour vous répondre objectivement en fait. Après cette question, et je vais répondre aussi à Ferrovipat de Gaston qui me demande comment devient-on conducteur à la SNCF. Yo-Yo qui me demande si je me rappelle mon premier train. Et Scout, Guillaume, qui demandait le cheminement du fret. Donc j'ai trouvé que ces 4 questions étaient liées en fait. Donc du coup je vais répondre à ces 4 questions en même temps. Ça n'a pas été facile en fait pour F1 Mania de répondre. Donc ce qui me demande, conseillerais-tu à un jeune de maintenant, quelqu'un souhaitant faire une reconversion, ou un jeune de se lancer dans la conduite de train? Non, je lui conseille pas.
En fait, pourquoi? Parce que il faudrait que la question soit plus complète. Si il me demandait, conseillerais-tu aujourd'hui à un jeune étant passionné par le chemin de fer, ayant toujours voulu désirer être conducteur, aimant le train, pensant que c'est sa vocation et qui veut entrer comme se lancer dans la conduite des trains, je lui dirais oui, vas-y. Maintenant, si c'est un jeune qui a pas de boulot, qui cherche un travail parce que il faut qu'il gagne sa vie, qui sait pas où aller et qui a suffisamment de diplômes pour trouver autre chose, puisque on va lui demander, donc là ça va répondre un peu à la question de Gaston, Ferrovipat, et on va lui demander quand même un niveau qui sera au minimum celui du bac, donc je suis pas sûr, mais je crois qu'à l'heure actuelle il demande bac plus 2 ou 3, un truc comme ça, ou au moins bac. Bon, avec le bac, on fait rien du tout maintenant, mais ça doit être bac plus 2 ou 3, sauf si c'est par exemple un bac d'électrotechnique, et que le gars il est pas forcément motivé par la conduite du train, je lui dirais essaye de voir si toi dans ta branche tu peux pas trouver quelque chose qui soit dans le métier dans lequel tu vas t'épanouir. Voilà, donc je peux pas répondre en fait, parce que si on n'est pas motivé pour le faire, si c'est pas une vocation, on ne s'épanouira pas dans ce métier. Donc comment dire, en fait il faut bien mesurer le pour et le contre. C'est pas un truc qu'on fait à la légère. À l'heure d'aujourd'hui, un conducteur de train, il a pas son avenir, même s'il rentrait à la SNCF. Il n'aura pas, et si les directives nationales, une nouvelle directive, elles continuent d'évoluer comme elles évoluent, la SNCF, ça sera pareil que n'importe quelle autre entreprise privée, il n'aura aucune assurance de son emploi, et il va avoir des contraintes qu'il faut bien prendre en compte dans ce métier. Alors évidemment, il va y avoir un salaire qui est pas mirobolant, puisque de toute façon, faut pas s'estimer à l'heure actuelle, en fin de carrière, en salaire brut, il ne dépassera pas les 2000 euros, 2100 euros brut par mois, avec un net qui va être plus élevé, puisque on va avoir à peu près 1000 euros de primes. Des primes des couchers, de travail le dimanche et fête, et des primes au kilomètre parcouru, jusqu'à un certain taux auquel elle évolue plus. Donc c'est pas forcément énorme par rapport au privé, et surtout pas du tout énorme par rapport aux responsabilités et au travail demandé. Surtout que les responsabilités et le travail a beaucoup augmenté. C'est ce qui est demandé par rapport à avant. Donc ajouter à ça une visite médicale régulière tous les 3 ans, au cours de laquelle, donc une visite approfondie, on va voir des cœurs, les yeux, tout ça, un peu comme pour les astronautes qui vont sur la Lune, et là j'exagère pas, ils sont vraiment chiants. Je veux dire, il y a des gens qui se font recaler à cette visite, et des gars qui ont conduit pendant des années, et juste pour de la tension dans les yeux, des conneries pareilles, quoi. Bref. Donc ça veut dire que tous les 3 ans, son avenir de conducteur sera remis en cause. À l'heure actuelle, à la SNCF, si on est descendu d'une machine, on a toutes les chances, si on est au statut, et c'est la seule chose qui nous reste, d'être conservé dans l'entreprise, mais pas forcément à notre lieu d'habitation. Bon, ça a certainement muté à Paris. Dans un autre poste, et si le gars a pas ses 15 ans ou maintenant 17 ans de machine, il ne conservera pas son salaire. Et ça sera une épée Damoclès qui sera sur sa tête toute sa vie et tous les 3 ans. Ajoutez à ça que en tant que conducteur, on ne peut pas soustraire à la loi, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il va falloir assimiler tous les règlements de la conduite. Et là, c'est pas quelque chose que je vous explique qui date de maintenant. Je veux dire, ça date depuis le temps de la vapeur, c'était comme ça. La réglementation ferroviaire se base sur des articles de loi. C'est la loi, c'est une loi. Et quand cette loi est transgressée, le conducteur finit au tribunal. Et il doit rendre des comptes des erreurs qu'il a commises quand ces erreurs sont importantes. Donc évidemment, on fait des conneries, comme tout le monde dans son travail, mais à une certaine limite,
nos conneries, elles peuvent pas dépasser une limite qui est vraiment pas grande, au-delà de laquelle on peut être emmerdé. Et après, gravement emmerdé. Donc, ajouter encore à cela les relations qu'on peut avoir dans les accidents, c'est-à-dire accident de personnes, accident passager à niveau, accident quand on va heurter des arbres, etc. On n'a pas un métier, il n'y a pas beaucoup de métiers où on est donné, où c'est donné qu'on doit accepter le fait de voir des gens coupés en rondelles. Je veux dire, celui qui fait pompier, il choisit ce métier. Il sait ce qu'il va voir. Celui qui est militaire, même s'ils nous font des belles affiches de propagande, il choisit de tuer des gens. Il faut bien se rappeler qu'un militaire, c'est la guerre, c'est tuer des gens. Quand on est conducteur de train, on sera forcément soumis un jour ou l'autre à ce genre d'expérience. Alors certains moins que d'autres. C'est comme ça. Mais ça va engendrer des stress très importants et il y a beaucoup de conducteurs qui ont des séquelles et qui arrêtent même de conduire suite à des chocs psychologiques importants. C'est encore une fois une chose qu'il ne faut pas occulter et qui fait partie du métier. Donc conseiller à quelqu'un de dire vas-y, fais conducteur de train, c'est super, c'est un peu aussi l'envoyer à l'abattoir. Il faut faire le pour et le contre, il faut bien comprendre, faut que la personne soit consciente des risques, des enjeux, quoi. Voilà, c'est pas on n'est plus dans le truc idyllique de la passion du train, ouais, c'est super et tout. Parce qu'en fait, même si on est super passionné, au fur et à mesure des années qui passent, cette passion diminue au fur et à mesure que nos désillusions grandissent. Même si on reste amoureux du train, parce que c'est un métier qu'on peut pas pratiquer sans passion. C'est pas possible. On peut pas être conducteur de train et pas être passionné par ce qu'on fait, parce que ça demande beaucoup d'investissement de soi-même. Et dans le même temps, on ne supporte pas de voir cet outil détruit, cette passion détruite. C'est normal. C'est difficile de dire à un passionné, on va détruire ta passion, c'est pas possible, quoi. Et vu que c'est un métier où on va s'engager, on est obligé de subir cette passion qui se détruit. Et tout en continuant à faire son métier correctement. Donc il faudra aux jeunes qui va commencer, qu'il accepte ça. Maintenant, ce qui va concerner le jeune et quelqu'un d'un plus jeune, plus ancien qui décide de faire une reconversion. Il faut bien comprendre que accepter que le fait que en tant que conducteur de train, on n'a plus de week-end, on n'a plus de vacances scolaires, d'été, des grandes vacances, et plus de Noël. Alors quand je dis ça, c'est mais non, mais si. C'est-à-dire que les trains roulent 24 heures sur 24, donc il va falloir se partager. Alors suivant les dépôts, c'est différent. Donc encore une fois, tout dépend dans les dépôts où vous allez tomber. Mais dans la plupart des dépôts, à Noël, vous aurez 3 jours. Il ne faudra pas escompter avoir une semaine pour aller voir la famille, c'est pas possible. Alors peut-être que dans certains, encore une fois, je mets des guillemets, parce que peut-être que les conducteurs diront « Ah non, mais non, chez nous, on peut... » Oui, mais ça dépend des protocoles qui sont appliqués dans chaque dépôt. Et les vacances, en général, les grandes vacances commencent mi-mai. Le 15 mai, les grandes vacances commencent et terminent mi-octobre. Et donc ça, c'est pour les plus désavantagés, on va dire, dans les dépôts. Les plus avantagés vont commencer le 15 juin et finir le 15 septembre. Donc, en général, suivant les dépôts, vous aurez une fois tous les 4 ans vos vacances en juillet ou en août. Au meilleur des cas, ça sera peut-être une fois tous les 3 ans. Et même si c'est une fois tous les 2 ans, il y aura une année où vous direz à votre femme, pars, moi je pars pas. Donc il y a des arrangements, on peut échanger les périodes avec les collègues, encore qu'il faut que ça se fasse. Voilà, c'est pas du garanti. Donc c'est difficile pour la vie familiale. Et je vais pas ici faire, je vais pas faire jouer les violons pour les conducteurs de train ou les cheminots en général, puisque je préfère parler des cheminots en général, parce que dans les corporations de la manœuvre par exemple, c'est pire. Je sais pour y être passé, mais c'était pire qu'à l'attraction chez les conducteurs.
Je vous dis les choses comme elles sont. Donc, pareil pour ceux qui, par exemple, sont inscrits dans un club de foot et qui ont les entraînements le mardi, jeudi, et qui disent tiens, j'entraîne les jeunes, bon, mardi, jeudi, tous les mardis, jeudi, je vais entraîner les jeunes, ou tous les samedis, j'entraîne les jeunes maintenant, parce que vous pourrez pas être là tous les mardis, jeudi et tous les samedis. Pas possible. Parce qu'il va y avoir des mardis et des jeudis où vous serez pas là. Vous serez au boulot et vous pourrez pas poser des congés à chaque fois. Donc je sais, pour l'avoir vécu, c'est très difficile, la vie sociale en club, quand c'est comme ça, parce que les autres ne comprennent pas. Quand vous dites à les gens qui sont dans le club ou aux parents, je ne serai pas là pour accompagner les enfants à cette complète parce que je travaille, ils vous comprendront pas. Voilà. Ou au pire, ils peuvent dire pourquoi il s'investit là-dedans si de toute façon il peut pas assumer. Donc, pour le jeune qui veut choisir le métier de la conduite ou du chemin de fer en général, il faut avoir conscience de ça. Et ça, des fois, un salaire même assuré, alors je parle même pas dans les gares, parce que dans les gares, le salaire, c'est 1000 € par mois, même si on avait un salaire qui serait supérieur à un salaire dans le privé, il faut voir quel prix vous mettez dans votre vie familiale, quel prix vous mettez sur votre vie familiale si vous n'êtes pas passionné par le chemin de fer. Et l'assurance du métier qu'on vous propose. C'est à vous de voir, c'est suivant le prix que vous y mettez en fait. Donc si je conseille à un jeune d'y aller, et que ce jeune il divorce au bout de 3 ans parce que ça devient l'enfer dans sa vie, je vais être coupable de l'avoir fait. Donc je peux pas le faire. Pareil pour quelqu'un qui veut tenter une reconversion, faut bien qu'il prenne en compte ça, parce que si par exemple la personne qui a 35 ou 40 ans et qui veut faire une reconversion, il faut qu'elle sache que dans tous les cas, il lui faudra 17 années de conduite pour prétendre à bénéficier des avantages de la retraite, c'est-à-dire partir à 57 ans. Donc il partira pas à 57 ans et demi. À l'heure actuelle, c'est ça. Si on a 17 ans de machine, on peut demander à partir à 57 ans et demi. Donc c'est pas un gros avantage par rapport au privé pour l'heure actuelle, mais comme ça bouge sans arrêt. Donc si cette personne a déjà une vie sociale avec dans des associations, n'importe quoi, et il faut bien qu'il comprenne, et qu'il pèse le pour et le contre de savoir si ça va s'adapter ou pas à cette vie. Alors pour exemple, j'ai eu une jeune dame qui m'a demandé des conseils que j'ai suivis, qui devait rentrer en école de conduite, donc qui n'était pas jeune, qui faisait une reconversion, qui était monitrice de poids lourd, pour apprendre à conduire les poids lourds, qui était monitrice auto-école poids lourd, et qui a abandonné dès la première semaine, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait plus que la vie familiale, c'était pas possible quoi. Pour les enfants, garder les enfants et tout, elle s'est dit mais comment je vais faire, attaquer mon service à 2h du matin, etc. Elle a arrêté. C'est là où on se rend compte comment ils sont lamentables au niveau de la sélection, de l'embauche, parce que normalement ces gens-là auraient dû être prévenus à l'avance quand même. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à la question de Infamania sur est-ce que je conseillerais ou pas quelqu'un de rentrer aujourd'hui comme conducteur de train. Lui de peser le pour et le contre et de bien se renseigner sur sur ce que demande ce métier quoi. Voilà. Alors pour répondre en même temps à Gaston, pour pas de Gaston, comment on devient conducteur à la SNCF? Donc soit il y a 2 façons d'être embauché comme conducteur, soit en interne, soit en externe. Bon, pour ma part, c'était en interne. Quand c'est en externe, maintenant, à l'heure actuelle, il faut faire sa demande. Tout simplement, ça se fait par internet, comme quoi on postule pour être conducteur de train. Et si on a les prérequis, c'est-à-dire ce qu'ils demandent au niveau études, et qu'une école se présente, on peut être sélectionné. Bon, alors là, c'est le plus grand des hasards. Il n'y a pas de piston, parce que la plupart des gens qui sont embauchés comme conducteurs, c'est pas des gens qui ont des relations avec les gens de la SNCF, que de la famille SNCF. Maintenant, nous, si on connaît du monde, on peut très bien
conseiller, par exemple, dire ah ben tiens, j'ai telle personne qui serait intéressée pour le faire, je pense qu'il est capable. Donc nous, on va le dire à notre chef. Notre chef, il va dire il faut qu'il fasse sa demande, mais je pense qu'il a aucun appui de toute façon, puisque ça va être géré par un bureau, donc comme genre les RH, quoi, comme il y a dans toutes les entreprises, et qui s'en foutent réellement de ce que nous on peut leur dire. Donc ils embauchent des fois des gens. Nous, on voit tout de suite que de toute façon ils n'auront pas le niveau. Enfin, pas forcément parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils sont bêtes, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que ça leur conviendra pas et que ça marchera pas. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et on les prend quand même. Et d'autres personnes qu'on va refouler pendant au moins 2 fois, puis la 3e fois on va les prendre, alors que ces gens-là ils avaient le niveau et qu'on le savait. Mais ça simplement parce que les gens qui s'occupent du recrutement n'ont aucune conscience de ce qu'il faut pour faire ce métier. Du moins, ce qu'ils veulent, c'est des gens obéissants. Sauf que malheureusement, pour faire bien ce métier, un conducteur, il doit avoir du caractère, puisqu'il doit imposer la réglementation. C'est ça en fait le rôle du conducteur, c'est d'imposer la réglementation. Pour ça, il doit la connaître par cœur, très bien, et savoir imposer, c'est-à-dire jamais revenir sur sa décision. Il n'a jamais de doute. On peut pas, parce que s'il faut tel bulletin pour franchir tel signal, eh ben on doit agir de cette façon. Si on refuse de partir parce que le train il est plein et que ça dépasse le nombre de personnes à bord et qu'on sait qu'en cas d'accident on ne pourra pas protéger ces personnes, on va refuser de partir. Alors on aura les gens contre nous, on aura la direction contre nous, on aura tout le monde contre nous. Mais nous, on doit prendre nos responsabilités, parce que devant les tribunaux, encore une fois, c'est nous qui serons responsables. Du coup, ces gens-là, ils ont, mais honnêtement, je veux dire, quelqu'un qui postule et qui se fait refouler, faut pas qu'il s'inquiète. Hein. Ça veut pas dire qu'il était pas bon pour le poste. Voilà ce que je veux dire. De même que quelqu'un qui est pris, c'est pas forcément parce qu'il est pris qu'il est bon. Ça se verra sur le terrain. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, on reçoit une lettre. Ils disent SNCF, donc on va recevoir comme quoi on est convoqué à un entretien. Lors de cet entretien, normalement, ils doivent nous exposer un peu les tenants et les aboutissants de notre travail, et ils vont poser des questions, à savoir pour voir si la personne qu'ils vont embaucher est déjà éveillée au métier du chemin de fer. Donc lui demander des trucs sur le chemin de fer, essayer de poser des questions un peu psychologiques pour voir comment il se comporte dans le travail. Si ça passe au niveau de ces questionnaires, et ben ensuite il va être sélectionné et passer toute une batterie de tests psychologiques, physiques, voilà, comme à la NASA, quoi, pour voir s'il fera un bon cheminot. Malheureusement, j'en vois beaucoup passer et je suis pas convaincu des tests, mais bon, c'est comme ça. Et beaucoup qui se font refouler et que j'aurais préféré les voir réussir. Donc voilà comment on devient conducteur de train. Et si c'est en interne, il faut attendre qu'il y ait des écoles. Et on postule, donc on peut postuler même avant qu'il y ait des écoles, mais bon, en général, la lettre se perd dans un tiroir. Et là, c'est au bon vouloir des chefs qui vont dire c'est bon, lui c'est bon, il peut y aller, voilà. Donc du coup, voilà comment on devient conducteur donc à la SNCF. Et donc Guillaume, il me demandait le cheminement du fret. Donc c'est là où je vais en venir. Donc le cheminement du fret, comment ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionne mal. Comment ça fonctionnait avant, je peux le dire. Je vais essayer d'expliquer un petit peu, mais ma façon de voir, moi, sur le terrain. C'est plus complexe que ça, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que donc à l'époque, beaucoup d'entreprises avaient des embranchements privés. Donc il faut bien, pour acheminer, pour faire travailler le trafic marchandises ferroviaire, le mieux c'est que les entreprises aient des embranchements privés. Donc sur ces embranchements, on va faire rentrer des wagons que les entreprises vont charger, et ensuite on vient récupérer ces wagons et on va les mettre sur des trains. On va les empiler, ça va faire des trains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les wagons isolés. On va avoir les trains complets, c'est-à-dire des entreprises qui vont avoir 20 ou 30 trains remplis et qu'on va envoyer d'une entreprise à une autre. Donc là, on passe plus par les gares de triage, etc. Ensuite, on peut avoir des entreprises qui ne sont pas embranchées,
donc chez lesquels on va aller chercher la marchandise à l'aide de camions, d'autres choses, et on va acheminer cette marchandise ensuite dans des triages où on va les charger sur les wagons. C'est le cas par exemple des containers. Donc avec Clermont-Ferrand par exemple, il y a des containers. Alors si on prend par exemple des triages comme ici, alors on va avoir 3 types de conducteurs à la SNCF. Donc on a en premier les CRLO. Donc les CRLO, c'est les conducteurs de locotracteurs. C'est des conducteurs qui peuvent aller acheminer du matériel qui peuvent faire des dessertes. Mais ils sont pas rattachés à la traction. Donc je vais vous montrer une habilitation de conducteur de CRLO. Hop. Ouais, de face, ça donne ça. Certification d'autorisation à la conduite de locotracteur. Ce certificat tient le d'autorisation à la fonction de chef de manœuvre. Donc l'habilitation caténaire C01, c'est tous les conducteurs qui sont habilités à rouler à un moment donné sous caténaire ont cette habilitation. C'est pour vous prémunir, enfin on apprend les risques principaux au niveau électrique de façon à pouvoir approcher la caténaire à une distance réduite. Voilà. Donc pourquoi le certificat tient lieu d'autorisation de fonction à la manœuvre? Parce que on nous permet de conduire les locotracteurs avec un grade inférieur, qui n'est pas le grade d'agent de chef de manœuvre, mais qui est un grade d'agent de manœuvre, mais on nous fait faire des fonctions de chef de manœuvre. Ça permet de nous payer moins. En gros, c'est ça. Hein. Et donc le conducteur de locotracteur peut lui-même faire ses manœuvres. Donc il est rattaché au mouvement, à la filière mouvement. Alors maintenant ça s'appelle peut-être plus comme ça. Disons que ceux qui travaillent dans les triages, tout ce qui fait partie des atteleurs par exemple. Donc ils sont à la même filiale. Donc ça veut dire que ces agents ils peuvent partir seuls, par exemple avec un 8004 qui est télécommandé, pour aller chercher des wagons dans un EP, dans un embranchement privé, fermer des passages à niveau par exemple, aller chercher leur wagon, vérifier que le chargement il est correct, et, faire leurs essais qu'ils ont à faire et repartir. Ils sont pas rattachés à la traction. Donc de l'autre côté, ça donne ça. Donc voilà la carte de l'autre côté. Hein. Alors il y a marqué à la suite de l'interrogatoire, en réalité quand on vous délivre cette carte, vous avez déjà l'examen. Vous avez déjà passé un examen. Vous avez passé un examen de conducteur de locotracteur. Et ensuite, votre chef qui va diriger toute la région, des CRLO de la région, va vous faire passer en plus un interrogatoire, comme ils disent, un examen verbal et il vous délivre votre carte. Donc avec le grade et donc ici donc on peut avoir des conducteurs donc locotracteurs qui conduisent que en gare ou en gare et en ligne. Et quand on est habilité à conduire en ligne, là c'est simple pour la conduite la conduite en ligne, la présentation est valable que sur la section de ligne et numérotée ci-après. Donc là on vous met les lignes parce qu'on ne peut pas vous autoriser à toutes les lignes parce qu'on reçoit des réglementations et des documents spécifiques à la ligne sur laquelle on circule. Donc voilà la ligne. Donc la ligne, bon ça c'était pour moi, c'est bien Lyon-Guillotière. C'était uniquement pour desservir un embranchement privé de citernes de gaz. C'était Ron Poulenc, je crois à l'époque. Donc tous les jours on allait amener 3 citernes vides ou pleines, je m'en rappelle plus, et on ressortait 3 citernes vides ou pleines, bref, de cet embranchement. Donc on a les conducteurs donc qui sont attachés à la manœuvre. Donc ces conducteurs de ce CRLO, on les utilise quand la desserte est proche du lieu d'affectation du CRLO. Donc ça justifie et qu'il n'y a pas un tonnage supérieur puisqu'il va tirer ça avec un locotracteur. Hein. Donc il ne faut pas que le tonnage soit trop important. Ensuite on va avoir des conducteurs de manœuvre et de parcours hein, qui sont attachés eux à la traction. C'est des conducteurs qui vont pouvoir faire par exemple des manœuvres dans les triages et en même temps aller faire des évolutions, aller chercher des wagons dans des embranchements privés où il va y avoir plus de chargement, etc. Donc le conducteur de parcours c'est un peu comme un conducteur de train pour faire court, mais donc il a une formation plus allégée et il n'a pas le droit de sortir de faire de RHR. Il ne sort pas du périmètre de son périmètre d'affectation. Et il n'a pas le droit de faire de RHR, c'est-à-dire de repos en résidence. Il ne va pas dormir ailleurs. Un conducteur de CRML de Ciblin, par exemple, il ne va pas aller à Paris, à Villeneuve-Saint-Georges ou à Dijon
pour amener un train. Il part pas en ligne. Il fait que des évolutions entre des chantiers seulement. Voilà. Ça fait une progression dans la carrière, c'est pas mal. Mais c'est plus comme ça maintenant que ça fonctionne. Donc l'entreprise, donc une entreprise passe un contrat, elle va charger ses wagons sur son embranchement privé. Un conducteur, un locotracteur ou un CRML vient chercher ses wagons. Donc admettons qu'on ait une entreprise qui soit autour de Ciblin, elle vient chercher ses wagons et elle veut amener par exemple ses wagons vers Villeneuve-Saint-Georges pour aller dans une usine qui se trouve vers Villeneuve-Saint-Georges. Bref. À Ciblin, ces wagons ils vont arriver, donc admettons 5 wagons. On va les mettre sur un train avec d'autres wagons qui par exemple vont aller une partie à Mulhouse, une partie à Wappy. Donc on va faire un train en destination du triage de Gevrey de ces wagons-là. Donc on va avoir 3 wagons pour Villeneuve-Saint-Georges, 10 wagons pour Wappy et 10 wagons pour Mulhouse. À Ciblin, on va assembler ce train. Donc chaque wagon est numéroté, pesé, on sait exactement ce qu'il y a comme marchandise pour chaque wagon, donc c'est repris sur un ordinateur. Ça fait longtemps qu'on utilise ces ordinateurs à SNCF. Même l'entretien du wagon est repris dans les ordinateurs. C'est-à-dire qu'on sait que ce wagon, au bout de tant de kilomètres, il va falloir qu'il passe à l'atelier, il va falloir qu'on fasse... donc tout est suivi. Donc on connaît la place du wagon dans le convoi. On sait que c'est le 10e du convoi, etc. Donc chaque wagon est numéroté, positionné. Donc ensuite le train part de Ciblin. Quand le train part de Ciblin en direction de Triage de Gevrey, par exemple, on va envoyer ce qu'on appelle un ARCOMP. Donc on va valider sa composition et Gevrey va recevoir la composition sur son ordinateur du train qui doit arriver. Donc il sait quels wagons vont arriver dans l'ordre où ils sont. Quand ils vont arriver au triage de Gevrey, ces wagons ils vont être triés. Donc là je la fais courte parce que j'avais déjà fait sur le fonctionnement du triage, j'ai fait 2 vidéos sur le triage de Ciblin. Donc vous pouvez vous y référer. Donc ces wagons ils sont triés, donc on va mettre les wagons pour Villeneuve-Saint-Georges dans un train à destination de Villeneuve-Saint-Georges, les wagons pour Wappy dans un train à destination de Wappy et Mulhouse-Nord dans un train à destination de Mulhouse-Nord. Et ensuite quand ces wagons vont arriver dans ces triages, ils seront à nouveau triés jusqu'à la desserte finale qui vont les amener soit sur un sas de déchargement, si c'est par exemple des porte-autos, choses comme ça, soit directement si l'entreprise est embranchée sur son embranchement. Donc voilà le cheminement, il n'est pas compliqué. Quand ça va être des trains entiers, par exemple qu'on aura un train de Miramas, et le train de Fos-sur-Mer, par exemple, qui monte à Saint-Chély-d'Apcher, il va partir de Fos-sur-Mer, il va aller à Miramas, donc lui c'est un train entier, c'est des rouleaux de tôle, on peut pas en mettre plus parce qu'il est lourd, donc en général c'est un conducteur de Miramas qui monte ce train jusqu'à Ciblin. À Ciblin on va avoir un conducteur, alors ou de Ciblin ou de Clermont-Ferrand qui reprend ce train pour l'amener jusqu'à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand a une droite relève qui va monter le train à Saint-Chély. Donc là le train n'est pas remanié, on a uniquement des relèves de conducteurs entre trains, et on peut aussi avoir alors soit une relève de conducteur si le train conserve la même machine, on peut avoir aussi une relève conducteur et machine si par exemple de Miramas à Ciblin on est en électrique et que de Ciblin à Clermont il passe en thermique, ou quand à partir de Clermont pour aller à Saint-Chély mais il passe en thermique avec 267 4000, à ce moment-là on vient récupérer le train. Donc les trains sont réceptionnés dans les triages, et dans les triages on a ce qu'on appelle des faisceaux relais. Donc les faisceaux relais, c'est pour ces trains entiers qui ne sont pas triés, ou des trains qui peuvent contenir des wagons isolés mais qui ne seront pas forcément triés par exemple à Ciblin. Si le train monte de Miramas mais que tous les wagons qui viennent de Miramas sont à destination de Villeneuve-Saint-Georges, Wappy ou Mulhouse, on va les faire continuer directement à Gevrey et à Ciblin, ou dans cette grosse région lyonnaise, on triera ces wagons là-bas. Donc là, quand on voit ce qui reste comme triage, c'est ridicule. Parce que rien que là, on a Ciblin-Vénissieux, déjà on peut rajouter 2 autres, parce qu'il y avait Badan et Chasse-sur-Rhône qu'on sautait là. Il y avait 2 autres triages, je ne sais même pas s'il n'y en avait pas encore un autre.
Enfin, il n'y a plus rien qu'à Paris. Saint-Étienne, on voit qu'il y a un grand vide, il n'y a plus rien là. Donc au niveau des triages, il n'y a plus de triage, il n'y a plus rien. Voilà, c'est le grand vide, le néant. Donc sans triage, il ne peut pas y avoir de wagon isolé, mais le wagon isolé intéresse pas nos chers élites, nos têtes pensantes, parce que le wagon isolé demande de la masse salariale pour être trié, et ça les intéresse pas. Donc du coup, on n'a plus de wagons isolés. On n'a plus de wagons isolés, ils en veulent pas en fait, parce que ça demande d'ouvrir des triages, ça demande que des gens... Donc c'est plus facile de mettre ça sur des camions. Même si on va avoir 10 camions les uns derrière les autres, ben on s'en fout, on fait ça comme ça. Alors il faut savoir que les conducteurs de ligne aussi, je n'ai pas parlé, mais les conducteurs de ligne peuvent acheminer des wagons dans les embranchements. C'est le cas, par exemple, c'était le cas, certainement on l'a perdu, mais on faisait Lafarge, donc de Ciblin, je pense. C'était les conducteurs de ligne. On allait, donc on partait le matin, on amenait les wagons vides à Lafarge. Lafarge chargeait les wagons, ou on récupérait, il chargeait directement, parce que des fois on peut laisser les wagons vides, reprendre des pleins, par exemple, on fait un roulement, ou alors parfois on amène les wagons vides, ils chargent et ensuite on repart. Et donc on repartait ensuite avec ces wagons pleins. Donc là c'était un conducteur de ligne qui le faisait. On partait directement aller chercher les wagons avec des wagons vides, on prenait les wagons pleins et on repartait l'après-midi. Donc on les posait le matin, on les récupérait l'après-midi, on repartait. Donc les conducteurs de ligne peuvent faire aussi des dessertes. Il y en avait d'autres, mais on peut aussi desservir comme ça les wagons, quoi, sans passer par un triage. Après, je me rappelle plus ce qui devenait les sacs de ciment qu'on allait chercher à la fin. Certainement qu'on les ramenait au triage, mais bon, c'était fait par des conducteurs de ligne parce que les établissements Lafarge, dans la vallée du Rhône, ils étaient loin de tout triage à l'époque, bien que Porte-les-Valences n'est pas très loin, mais peut-être aussi qu'ils n'avaient pas assez de conducteurs de manœuvre pour y aller, ou bon, enfin voilà, c'était peut-être plus pratique avec les conducteurs de ligne directement. Et on roulait peut-être plus vite aussi, donc comme on prenait les grandes lignes sur une distance assez grande, c'était plus judicieux de prendre des conducteurs de ligne. Donc voilà comment ça se passe, schématiquement on va dire, sans entrer dans les détails, l'acheminement du transport marchandises ferroviaire. J'en viens donc à la question de Lionel qui me demandait mon premier train. Alors c'est important en fait. Il faut se mettre, je vais essayer de vous mettre dans le contexte du premier train, le premier train du conducteur. C'est la première fois qu'on va vous lâcher seul. Donc quand vous avez l'examen, quand on a l'examen, on est élève conducteur pendant 2 ans. C'est un grade en fait. Le grade s'appelle élève. Malgré qu'on ait l'examen, on est élève conducteur. Donc on est limité normalement à la vitesse de 120 km/h. Cette notion de 120 elle a commencé à disparaître du fait que maintenant les élèves conducteurs conduisent presque tous du matériel automoteur spécialisé qui est apte à 140 ou 160 et donc c'est plus vraiment un train. Et ça embête, ça gêne quand même pour le service parce qu'un élève conducteur limité à 120, à part faire des petits trains, je veux dire des trains de marchandises, des trains de la manœuvre, il peut faire tout un élève en fait, il fait la merde pendant 2 ans. On n'a pas de roulement, on est en fac complet, c'est-à-dire qu'on connaît que les journées de repos, on ne connaît pas les journées de travail. On est commandé au fur et à mesure. À l'heure actuelle, vu la séparation des activités, un élève conducteur au fret, ça va être encore facile de ne pas le faire rouler au-dessus de 120. Pour un conducteur au TER, c'est impossible, puisque faudrait trouver des marches qui soient tracées en dessous de 120. Sinon, il va être difficile qu'il fasse l'heure. Malgré tout, il le faisait quand même. C'est-à-dire qu'en tant qu'élève conducteur, j'ai eu tiré, et ça arrive encore, des trains qui étaient tracés à 140 et j'étais limité à 120. Donc on est obligé de taper à fond dedans. Enfin, on roule bien au trait à 120 pour essayer de faire l'heure et on fait tout juste l'heure. Et parfois, on n'arrive pas à faire l'heure. Et ça s'appelle la progressivité. Mais c'est bien parce que c'est vrai que plus la vitesse augmente et plus il faut réagir vite et avoir des réflexes. Et quand on est au début et qu'on n'a pas l'expérience, c'est normal qu'on soit limité à une vitesse. Surtout quand c'est du matériel classique avec des voitures.
ou même que ce serait des wagons si c'était du messagerie ME120 ou même un ME140 à un élève, c'est pas possible. Ça demande quand même pas mal d'expérience. Voilà. Donc ça c'est pour la petite info. Donc la première fois, donc une fois qu'on a l'examen, qu'on a le grade, on est affecté et qu'on est affecté, on va être en fac et on attend notre première commande. Et là, on va recevoir la première commande. Donc moi à l'époque, comme j'étais dans un dépôt fac où on faisait tout, il y avait du marchandise, du messagerie, du voyageur, on faisait tout un tas de trains, des wagons de secours. On avait encore les aides conducteurs, donc en tant qu'élève conducteur, on faisait aussi aide conducteur. Donc le premier train, si c'est en marchandise, vous allez être seul. On va vous lâcher seul, c'est-à-dire que ça y est, vous avez l'examen, vous avez fait, vous connaissez parfaitement le règlement, vous avez un petit peu de pratique que vous avez toujours pratiqué avec un moniteur. Avec un conducteur moniteur, et aujourd'hui on va vous lâcher seul, sachant que vous allez être confronté à tous les aléas de la conduite, et vous êtes responsable soit des wagons que l'on va vous confier, soit des voyageurs qui sont derrière vous. Donc si on est dans un dépôt sympa, avec des gens qui ont une conscience que ceux qui tiennent les trains et qui travaillent, c'est pas des machines mais des humains, on va essayer de vous donner une journée qui va être sympa, pas un gros truc. Donc à l'époque c'était quand même le cas. Donc on nous donnait un petit train à tirer, un truc qui demande des responsabilités, mais comme on sait que la part de stress est très importante ce jour-là, on va pas filer quelque chose de trop compliqué au départ. Alors voilà la fiche train de mon premier train. Je l'ai conservé, bon j'en ai conservé d'autres. Donc là, donc mon premier train, fallait que je prenne une machine au dépôt de la Mouche, donc une 7002, et que j'aille jusqu'à Saint-Germain-au-Mont-d'Or récupérer un train de Trémy pour l'emmener à Porte-les-Valences. Alors à l'époque, ils s'emmerdaient pas avec les fiches train, c'est-à-dire, comme je vous ai montré les fiches train la dernière fois, vous pourriez croire que c'est pas l'équivalent. À l'époque, c'était une fiche horaire en fait, donc c'est même pas réglementaire, mais pour l'époque, c'était bon, on s'emmerdait pas. Donc là, c'est même un RT, ça veut dire un avis régional train, c'est-à-dire c'est un truc qui tombe vraiment au dernier moment, qui est pas prévu. Donc la journée, elle s'appelle F905, F pour fac, journée fac facultative, avec une prise de service à 19h09. Donc là, on vous dit, à 19h09, ce jour-là, tu vas faire ton premier train. Donc autant vous dire qu'on n'arrive pas en retard. On prépare la machine, prise de service, préparation de la machine. Il faisait exprès quand même de mettre un temps. Il y en avait un bon paquet de temps là pour préparer la machine, mais je veux être là bien avant, je pense. Donc départ à 19h59. Traversée de Lyon-Perrache, Lyon-Vèze, pour arriver à 20h31 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Donc comme on peut voir, je faisais beaucoup d'annotations. En fait, on n'avait pas les documents informatiques qu'on a maintenant. Et sur ce genre de fiche, il n'y a pas les vitesses qui sont reprises, parce que c'est pas une fiche train normale en fait. Donc c'est nous-mêmes qui notions nos vitesses et les particularités qu'on a envie qui nous intéressent, c'est-à-dire les signaux qu'il faut qu'on rencontre pour être bien dirigé, etc. Donc là, on notait tout comme il faut. Donc sur ce train, je me souviens avoir eu, alors je me souviens plus exactement, je crois que c'était une anomalie de répétition. En fait, c'est c'est-à-dire que quand on roule sur une ligne où on va franchir un signal à revers, par exemple en IPCS ou sur une voie banalisée, donc sur les voies il y a des crocodiles. Ces crocodiles ils servent à faire remonter un courant à l'intérieur de la machine quand le signal est fermé, ce soit un avertissement, un sémaphore, un feu blanc. Dès qu'un signal, donc on considère que c'est des signaux fermés, Même un avertissement, c'est un signal fermé, même s'il n'impose pas l'arrêt.
il impose quelque chose, une indication, un courant remonte dans le crocodile et le crocodile fait répéter à l'intérieur de la cabine un son ainsi que, et surtout, une lumière qui va se mettre à clignoter. Il faut appuyer sur un bouton pour arrêter qu'elle clignote. Ça s'appelle la répétition optique des signaux. Quand on va franchir ce crocodile dans le sens inverse, donc sur une voie banalisée ou une IPCS, donc le signal il est à revers, il ne nous concerne pas, mais quand on va rouler sur le crocodile, il pourrait répéter. Donc pour annuler ce crocodile, on a une pédale sur laquelle on va rouler, donc il y a une pédale, on roule, donc là, ça va annuler ce crocodile. Au moment où le train il va passer dessus, là, on ne prendra pas compte. Et il n'y a pas comme ça, il n'y a pas de sonnerie qui remonte, parce qu'en fait, quand on prend un signal à revers, il est forcément fermé de l'autre côté. Il ne sera pas voie libre, c'est pas possible. Comme il va être fermé, normalement ça devrait sonner. Donc là, on annule cette sonnerie grâce au crocodile, sauf que ce crocodile est muni d'une tempo, enfin cette pédale, pardon. Donc on roule sur la pédale, 10 mètres plus loin il y a le crocodile. Si on roule trop doucement, ce qui était mon cas parce que j'ai flippé quand même, donc du coup on va doucement, parce que si c'est sur une partie en marche à vue, bah là la marche à vue on va pas la faire vite. Et en dessous d'une certaine vitesse, la tempo, elle est pas assez longue en fait. Du coup, donc je roule sur la pédale, ça annule le crocodile, mais la tempo s'arrête avant que je passe sur le crocodile et ça répète. Donc c'est une anomalie grave parce que c'est une répétition de signal, répétition sur un signal pris à revers qui impose des gestes d'urgence. Mais en fait, c'est moi-même qui suis mis dans la merde tout seul. Donc pour la petite anecdote, donc ça c'était l'arrivée. Donc on arrive. Donc jusque là tout va bien. Saint-Germain-des-Fossés, mise en place du train, attelage. Et j'étais pas non plus un novice de chemin de fer. Donc j'imagine ce que ça doit être. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la manœuvre, c'est pas facile. Et retour, départ du train, Saint-Germain au Mont-d'Or, Porte-les-Valences, avec un découché à Valence. Donc arrivé à Valence, fin de service. Ça fait une toute petite journée, vous remarquerez, hein, une journée très simple, 18h, 19h prise de service, minuit, fin de service. Pour un premier train, c'est largement suffisant. Hein. Donc là, pareil, sur la fiche. Donc c'est les annotations que j'avais fait à l'époque, hein. Les vitesses que je devais respecter pour mon train qui était un MA100, hein, on peut voir ici, donc FEC, je sais plus ce que c'est comme train, donc ça devait être un train pour l'infrastructure, je pense, ce qu'on appelle l'infra, la voie quoi. Je me rappelle que c'était des trémies, mais après bon, voilà. Donc avec les PK, les vitesses, les arrêts, donc il y a pas mal d'annotations. Je reviendrai dessus si jamais ça vous intéresse. Posez des questions, je vous dirai ce que c'est. Comme là, par exemple, Lyon-Guillotière, j'avais un arrêt de service. Donc, arrêt S, un arrêt de service. 22h31 à 22h42. Ça peut être pour une relève de conducteur sur un autre train. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas, c'était moi qui le faisais de bout en bout. Donc là, avec les horaires de passage, je suis bien obligé de rajouter des annotations. Et là, j'ai eu, en descendant, ce qu'on appelle en anomalie, une cascade de feu. Une cascade de feu, je vais vous expliquer. Un signal, il est alimenté par une alimentation électrique extérieure, le réseau. On va appeler le réseau. En cas de coupure d'alimentation du réseau, le signal va se retrouver alimenté par des batteries qui lui sont propres. De façon à ce que les signaux continuent de fonctionner même quand il y a une coupure de courant. Mais au moment où le signal il passe, alors c'est pas la seule raison, hein, mais au moment où il y a une coupure de courant et que le signal passe en mode secours, on va dire sur les batteries, il va faire une vérification du fonctionnement de chaque signal, de chaque feu. Donc il va s'allumer au vert, jaune, rouge, suivant le signal ce qu'il peut présenter. On appelle ça une cascade de feu. Voilà. Et donc en général, il fait ça 2-3 fois, je crois, et ça s'arrête. Voilà. Donc alors le règlement a changé aussi à ce niveau-là, mais à l'époque, si la cascade de feu elle ne subsistait plus au franchissement du signal, on ne considérait pas comme une anomalie, puisque ça n'en était pas une.
Par contre, il faut pas la confondre avec un battement de feu, qui peut arriver aussi, c'est-à-dire que le signal il fasse, admettons, voie libre, avertissement, voie libre, avertissement, voie libre, avertissement, c'est plus une cascade de feu, c'est pas un signal qui est en train de passer sur un mode secours sur batterie, c'est une anomalie. On considère que dans ce cas-là, que le signal il est éteint et qu'il est fermé, donc si on arrive à pleine vitesse et qu'on le franchit, pour nous, ce sera ou un carré ou un sémaphore, on va être obligé d'appliquer les urgences, comme si le signal avait été éteint, donc il marchait pas. Donc moi j'ai eu ça et la cascade de feu s'est arrêtée bien avant que j'arrive, mais c'est quand même pas de bol parce que c'était le premier train et que ça m'est plus jamais arrivé. Mais bon, je touche du bois. Et du coup, voilà, c'était donc le premier train. Donc oui, je m'en souviens très bien. Et en fait, c'est marrant parce que c'est pas un train compliqué. Il n'y a pas de voyageurs et rien. Mais le premier train qu'on fait, en plus de dire... Donc ça c'est le côté, oh là là, ça fait flipper. Imaginez qu'on vous dise demain, voilà, tu conduis ton train tout seul. Je veux dire, ça serait comme un peu un pilote d'avion, bien qu'un pilote d'avion, il a toujours un copilote, peut-être des hôtesses de l'air, etc. À part peut-être l'aéropostale à une certaine époque. Mais quand on se trouve seul en cabine dans son train, c'est avant qu'on soit à l'aise au début, on flippe quoi, mais en même temps c'est magique. En plus donc là pour le coup c'est l'hiver, c'est l'hiver, il fait nuit, et c'est quand même assez magique d'être aux commandes de son train, de sa loque avec ses wagons à l'arrière. On est content, heureux. Et on espère qu'il nous arrivera rien pour profiter au maximum de ce moment quoi. Alors à l'époque où j'ai fait mon premier train, je vais essayer de faire court, il y avait encore du monde dans les bureaux. On n'avait pas les tablettes comme on a aujourd'hui, donc quand on arrive, on rentre dans le bureau et là on va dire qu'il y a eu combien, trois personnes importantes à cette époque. Il y avait le graphiste, on appelait ça, donc quand on prend son service, en premier on allait voir le graphiste. Donc le graphiste c'est celui qui était chargé de nous fournir nos pochettes. Donc dans une pochette on avait nos documents avec les fiches train, maintenant vous savez ce que c'est, du train quoi, qu'on allait faire, et également il nous donnait les éléments nécessaires à notre journée, par exemple quelle machine on allait prendre, si la machine sortait pas du dépôt comme c'était prévu, et une modification dans la journée, par exemple prendre une camionnette pour aller chercher la machine à un autre endroit, etc. Ensuite on avait un programmeur qui lui gérait la commande de l'agent, donc ils étaient côte à côte, hein. Donc lui gérait la commande de l'agent, c'est lui qui traçait sa journée en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça la feuille, parce que c'est sur des grandes feuilles qui traçaient les journées, comme je vous ai montré la dernière fois. Ça n'avait pas évolué, hein, du temps de la vapeur c'était déjà ça. Donc c'est lui qui allait s'occuper de l'organisation. Bref. Et à côté on avait ce qu'on appelle le programmeur, qui lui va s'occuper de la commande des agents, mais à plus long terme. Bien que chacun se partage quand même le travail. Donc quand on arrive, on commence par aller consulter sa boîte aux lettres, vérifier son courrier, récupérer, à l'époque on n'avait pas tout sur la tablette, donc on avait des fiches lignes hebdomadaires qu'on appelle, où les chantiers étaient repris. Donc les chantiers, je les expliquerai puisqu'on m'a posé la question. Donc les signalisations de chantier, en fait il y avait un chantier sur une ligne qui avait été mis, on a une fiche qui reprenait l'emplacement des TIV, donc des signaux qui allaient nous concerner, pour qu'on puisse préparer à l'avance, savoir le temps qu'on allait perdre et la vitesse qu'on allait devoir respecter. Donc on consulte ces documents, on a sur un grand mur qui était très grand à l'époque, les journées de roulement qui sont affichées, comme je vous les avais montrées, mais elles étaient affichées, on les avait pas à nous, et on note sur un petit calepin noir, on va noter notre journée qui nous est attribuée. Alors à l'époque, ces grands dépôts, il y avait tellement de journées qu'en une décade, c'est-à-dire en 6 mois, quoi, le temps que le changement de service,
on n'avait même pas le temps de faire toutes les journées. Il y a des journées qu'on faisait jamais en fait, parce qu'elles revenaient pas souvent non plus. Mais en fait, il y en avait tellement qu'on pouvait pas faire toutes les journées en une décade. On n'avait pas le temps de faire tout le tour de la grille en fait, et donc de toutes les journées. Donc une fois qu'on a récupéré ces documents, en général on n'est jamais en retard. Donc on allait par exemple préparer sa machine, vérifier que tout allait bien, on revenait, on buvait un petit café, on discutait avec les collègues, voilà. Ça c'était comme ça que ça se passait dans le plus idyllique des mondes. Si vous avez trouvé de quelle gare il s'agit aujourd'hui où on a tourné cette émission, dites-le en commentaire si vous l'avez reconnu. Voilà. Il y aura peut-être un truc à gagner, je sais pas. Voilà, allez, je vous dis sur ce, je vous remercie déjà de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout près de vous pousse ses fleurs, ses rires et ses chansons. Voici venu